café? Avec plaisir. Vincent Setin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient vous voir notamment parce que vous êtes professeur en pharmacologie à l'Université de Liège, mais on vient prendre ce café avec vous aussi parce que vous êtes chercheur en neurophysiologie au GIGA Neurosciences. D'ailleurs, nous sommes ici au sommet de la tour GIGA au CHU de Liège. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer ce qu'il s'y passe au GIGA et ce qu'est le GIGA? Oui, mais donc le GIGA, c'est un centre de recherche important ici à l'Université de Liège qui regroupe, je pense, autour de 500 chercheurs et techniciens, et donc où on se consacre à des recherches biomédicales dans différents domaines comme le cancer, donc la cancérologie, les neurosciences, l'inflammation et d'autres. Vous le savez, ce rendez-vous de la pause café a pour but notamment de vulgariser la recherche scientifique. Donc, si vous deviez expliquer à un enfant de 10 ans ce que vous faites, quel est le domaine de recherche sur lequel vous travaillez, comment vous lui expliqueriez? Oui, donc on travaille sur ce qu'on appelle une activité pacemaker dans des neurones du système nerveux central. Et donc une activité pacemaker, en fait, elle est nécessaire dans beaucoup de cellules et notamment pour la vie. Donc par exemple, cette activité pacemaker, c'est elle qui génère le rythme cardiaque. Donc dans notre cœur, nous avons des cellules qui produisent de manière périodique un signal électrique, ce qu'on appelle un potentiel d'action, qui se répète à peu près toutes les secondes. Et donc ceci est indispensable pour la vie. Alors c'est le même genre d'activité sur laquelle on travaille, nous, mais au niveau de neurones du système nerveux central. Et ils servent à quoi, ces neurones dans le système nerveux central? Alors, ces neurones, on les appelle des neurones dopaminergiques. Et donc, le plus grand groupe de neurones sert à contrôler la motricité volontaire chez des individus. Donc, ce ne sont pas ces neurones qui génèrent le mouvement, mais ils en contrôlent la qualité, si vous voulez. Et donc, c'est clairement illustré par le fait que quand on a perdu 80 à 90% de ces neurones dopaminergiques dans cette région, on a les symptômes moteurs d'une maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson, dans laquelle on voit clairement qu'il y a des déficits de motricité de différents types. C'est ça, donc ce n'est pas ces neurones qui nous font marcher par exemple, mais ce sont ceux qui permettent l'impulsion nécessaire à la marche. C'est un peu ça? Tout à fait, oui. D'accord. Et on les trouve où, ces neurones? Parce que le cerveau, c'est une vaste région, même si c'est très vaste. On les trouve en fait dans la profondeur du cerveau, dans une région qu'on appelle le tronc cérébral et qui, pour faire bref, se trouve à peu près au milieu du cerveau dans sa profondeur. Donc pas du tout à la surface où se trouve le cortex, mais dans la profondeur. Alors ma question va peut-être vous paraître un peu bête, mais comment est-ce qu'on étudie des neurones qui sont comme ça au cœur du cerveau? Est-ce que vous travaillez avec des patients humains, des gens qui souffrent peut-être de Parkinson et que vous étudiez? Quel est le processus en fait? Mais donc d'autres que nous, d'autres groupes que le nôtre, notamment le groupe de M. Garot, travaillent sur ces neurones et sur leur fonction chez des patients humains. Mais nous faisons de la recherche purement préclinique. Et donc nous allons étudier ces neurones isolés de leur connexion dans un milieu artificiel. Donc nous prélevons ces neurones chez des rongeurs et puis nous les étudions de manière isolée. Et quelle méthode vous employez plus concrètement alors pour faire cette étude? Mais c'est une méthode très particulière qui consiste en de l'électrophysiologie cellulaire. Et pour vous donner une analogie, et d'ailleurs ça rejoint un peu mon histoire personnelle, en fait c'est une technique où on voit ce qui se passe devant soi comme dans un jeu vidéo. Et en fait je parle de jeu vidéo parce qu'il se fait que j'étais très intéressé par les jeux vidéo pendant mes études, peut-être un tout petit peu plus que par mes études elles-mêmes, mais ça il faut le répéter à personne. Et donc en fait, quand j'ai commencé mon travail de recherche et que j'ai vu ces neurones avoir leur activité électrique devant moi, je me suis dit, c'est comme un jeu vidéo et j'ai tout de suite été emballé et sous le charme, si vous voulez. C'est-à-dire que vous voyez l'activité des neurones en direct sous vos yeux. Voilà. Et vous voyez ça de seconde en seconde. Et en fait, plus récemment,
un chercheur plus junior que moi qui s'appelle Dominique Engel a rejoint le laboratoire et grâce à son know-how, si vous voulez, on arrive maintenant non seulement à étudier ces neurones dans leur globalité, mais on arrive aussi à étudier des parties de ces neurones et à comprendre exactement comment elles fonctionnent au point de vue électrique. Et donc, derrière ces recherches que vous menez au jour le jour, quels sont les enjeux? À quoi espérez-vous arriver? Donc, en fait, ces neurones qui contrôlent la motricité et qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, leur dégénérescence constitue un peu un mystère au niveau de ces mécanismes. Et la raison de ça, ces neurones libèrent ce qu'on appelle la dopamine, et il y a des neurones qui sont situés à proximité d'eux, qui libèrent de la dopamine mais qui projettent vers d'autres zones du cerveau, et ces neurones-là ne dégénèrent pas dans la maladie. Et donc nous pensons que l'étude physiologique fine de cette activité pacemaker, dont nous commençons à penser qu'elle est un peu différente dans ces deux régions, pourrait peut-être amener à des explications d'une fragilité particulière des neurones de la substance noire qui les amènerait à dégénérer. Alors bien entendu, c'est très hypothétique au stade actuel, mais néanmoins ça nous paraît intéressant. La substance noire, juste pour ceux qui... Oui, donc la substance noire, c'est la région où se trouvent les neurones dopaminergiques qui contrôlent la motricité. D'accord. On a bien compris ce que vous faites là avec ces neurones qui contrôlent la motricité. Est-ce que vous vous intéressez également à d'autres neurones? Vous venez d'en citer, qui étaient dans une région voisine. Est-ce que vous travaillez également sur oui, ces neurones-là? Tout à fait, et on les prend même comme point de comparaison. Donc ils sont situés dans une zone qu'on appelle l'ATV, et les neurones dopaminergiques qui sont situés dans cette zone-là sont super intéressants également parce qu'eux contrôlent les phénomènes de motivation. Et ils effectuent des opérations qui sont nécessaires, si vous voulez, à notre adaptation, à notre environnement, au fait que nous recherchons toujours les choses les plus positives possibles dans notre vie. Vous entendez la motivation, ce qui nous motive au jour le jour à se lever, à faire des choses. Exactement. Elle est contrôlée par des neurones. Elle est contrôlée par ces neurones-là et l'opération précise qu'ils réalisent est tout à fait passionnante. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est ils codent ce qu'on appelle l'erreur, que je me rappelle, ils codent pour l'erreur de prédiction de la récompense. Et donc c'est un mot barbare mais qui a une signification très simple. Donc quand vous allez réaliser une action, vous espérez avoir une récompense entre guillemets. Par exemple, un baiser d'une belle jeune fille blonde. Et donc vous allez essayer d'obtenir ça et en fait, si vous obtenez plus que ça, et je n'ose pas vous préciser de quoi il s'agit, en fait, vos neurones dopaminergiques vont décharger très fort parce qu'ils vont dire « tiens, la récompense est supérieure à celle que j'attendais ». Et le contraire si la récompense ne se présente pas. Et donc de cette manière-là, ils vont vraiment servir à orienter le comportement de l'individu. Ce qui veut dire qu'une personne peut-être qui a un comportement un peu amorphe, qui manque de motivation, qui manque d'énergie, serait quelqu'un qui serait en déficit de ces neurones? Oui, ce ne sont sans doute pas les seuls neurones pour lesquels il y aurait un déficit, mais ça pourrait tout à fait y contribuer. Donc il y a des études qui montrent effectivement que ça peut exister. Et à nouveau, l'enjeu derrière cette étude de ces Alors, neurones. ces neurones-là, donc ils sont impliqués dans ces phénomènes de récompense et en fait, on sait que les drogues d'abus, et c'est le cas pour toutes les drogues, de l'alcool à la nicotine, aux drogues dites illicites, cannabis, etc. Mais même si ces drogues agissent sur des cibles moléculaires différentes, on sait qu'elles ont en commun le fait, lors de la première prise, d'activer ce système neuronal. Et donc, c'est clair qu'en comprenant mieux comment il fonctionne, on peut espérer interférer, si vous voulez, avec le processus d'addiction éventuellement. Même si, de nouveau, les choses sont très hypothétiques et il faut toujours être prudent quand on veut extrapoler de l'animal à une situation clinique humaine, évidemment. Bien sûr. Justement, quelles sont peut-être pour conclure, les prochaines grandes étapes de vos recherches? Vers quoi vous voulez aller? Quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez et que vous envisagez? Mais en fait, nous avons la conviction que pour vraiment progresser dans la compréhension de la façon d'opérer de ces neurones, il est très important de pouvoir les modéliser de manière ultra précise et ultra, je dirais, fiable, si vous voulez. Et donc, à cet égard, nous collaborons depuis quelques années
avec des ingénieurs, en particulier Rodolphe Sépulcre et un jeune qui s'appelle Guillaume Drion. Et donc nous essayons de progresser vers une modélisation réaliste de ces neurones qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Elle existe pour d'autres neurones, par exemple des neurones du cortex, mais ces neurones-là, on n'a pas de modélisation précise parce que jusqu'à il y a peu, on n'avait pas assez de données précises et robustes. Et donc c'est ce à quoi nous travaillons et nous espérons que un output, en tout cas pour moi, qui ai 53 ans, un output final serait d'arriver à une modélisation précise de ces neurones. Mais justement, pour finir, puisque vous passez votre temps à regarder des neurones en jeu vidéo, mais un neurone, on a une idée de ce que c'est, mais à quoi ça ressemble un neurone? En fait, ça a quelle taille, ça a quelle forme? Ah ben, venez dans notre laboratoire, vous verrez ces neurones ex vivo. Donc le corps cellulaire a quelque chose comme 0,03 mm de diamètre. Et puis alors vous avez ce qu'on appelle des dendrites et un axone. Et ces dendrites s'étendent de manière très, très longue. Donc c'est comme une araignée, si vous voulez. Ok, bien, Vincent Setin, merci. Et puis merci pour le café. Merci à vous.